Salut à tous, vous écoutez le French Podcast. Moi, c'est Charline et aujourd'hui, on va plonger dans un sujet que, franchement, tout le monde a déjà stressé à propos, surtout en voyage, réserver une chambre d'hôtel en français. Ah oui, Emmanuel ici. Perso, je me souviens la première fois que j'ai dû le faire, j'avais l'impression d'oublier tous mes mots. Mais pas de panique, on va vous donner les phrases essentielles pour que ça ne vous arrive pas. Oui, et on va le faire simple, clair et bon, un peu fun aussi. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast en préparant vos valises, restez avec nous, on a des astuces et des exemples tout au long de l'épisode. Et tu sais quoi, Charline, on va carrément faire comme si on réservait une chambre ensemble, histoire de rendre ça super concret. Prêt à plonger? D'accord, alors imagine, vous arrivez à la réception ou vous appelez au téléphone. Première étape, c'est toujours de saluer. Un simple bonjour. Je voudrais réserver une chambre, s'il vous plaît, suffit. C'est exactement ça. Et si vous êtes timide, ça arrive, hein? Vous pouvez même rajouter un petit bonjour. Est-ce que vous avez des chambres disponibles? Ça passe toujours. J'adore parce que ça montre qu'on n'a pas besoin d'être parfait. Parfois, un petit ou une hésitation, ça fait juste plus naturel. Oui, puis ça brise la glace. Et si jamais la personne parle trop vite, n'hésitez pas à demander. Genre, pardon, pouvez-vous répéter plus lentement? Moi, je le fais tout le temps. Bon, une fois le premier contact fait, il faut préciser ce qu'on veut. Genre, je voudrais une chambre pour 2 personnes du 15 au 18 juin. Ou alors, on peut demander le prix. Quel est le tarif pour une nuit? Et parfois, on hésite sur le type de chambre. Moi, la dernière fois, j'ai demandé, est-ce que la chambre a une salle de bain privée? On sous-estime ce genre de détails, mais ça change tout. Exactement. Ou aussi, si vous voulez un lit double, précisez-le. Est-ce que c'est un lit double ou 2 lits simples? Ça évite les surprises. Des fois, c'est critique. Ah, le coup du lit. Je me suis déjà retrouvé avec deux petits lits séparés, c'était gênant. Bref, posez toutes vos questions, même si ça vous paraît bête. Au contraire, ça montre que vous faites attention. Après, il y a toujours cette étape où il faut confirmer. Genre: «D'accord, je confirme la réservation au nom de» ou «Est-ce que je dois verser un acompte?» Ciao, jest super important. Oui, et parfois l'hôtel demande une carte bancaire, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours demander, est-ce que je peux payer sur place? On croit souvent que c'est compliqué, mais en vrai c'est simple. Si on le demande, Et puis, il y a la fameuse question sur, le petit déjeuner. Un classique, le petit déjeuner est-il inclus dans le prix? J'avoue, j'adore savoir ça tout de suite. franchement, moi aussi. Et parfois, on peut demander d'autres trucs. Y a-t-il le Wi-Fi ou à quelle heure est le check-in? Plus on précise, moins il y a de stress le jour J. Parfois, tout se passe pas comme prévu, genre, l'hôtel est complet ou la chambre n'est pas prête. Dans ce cas, n'hésitez pas à répondre: «Est-ce qu'il y a un autre hôtel à proximité?» ou «Puis-je laisser mes bagages ici?» Ce qui m'est arrivé une fois. Je ne comprenais pas une réponse, alors j'ai sorti un désolé, j'ai pas compris. Vous pouvez répéter? Les gens sont souvent patients quand ils voient qu'on fait un effort. Oui, et même si on fait des erreurs, c'est pas grave. Juste, oser demander ou reformuler, ça débloque plein de situations. Franchement, on apprend beaucoup comme ça. Et ça rassure, non? Parce qu'au final, communiquer, c'est pas être parfait, c'est juste se débrouiller ensemble. Et puis parfois, on rigole même de nos petites fautes. Avant qu'on conclue, j'ai envie de partager un truc. N'hésitez pas à préparer une petite liste de phrases sur votre téléphone. Ça donne confiance, franchement, et ça sauve en cas de trou de mémoire. Super conseil. Et puis, rappelez-vous, chaque conversation est une occasion de progresser. Même si on bégaye un peu, on apprend à chaque fois. Osez, lancez-vous et profitez de votre voyage. Merci Emmanuel pour tous tes exemples et tes anecdotes. J'espère que ça aidera nos auditeurs à oser passer le cap. Merci à toi Charline et à vous tous qui nous écoutez. On se retrouve très vite sur French Podcast pour d'autres astuces et mini-conversations pour survivre partout en français. À la prochaine. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Salut Emmanuel, ravi de te retrouver pour cette deuxième partie de l'épisode sur French Podcast. J'ai l'impression que nos auditeurs attendent la suite avec impatience après notre première discussion. Charline, tu sais, plusieurs personnes m'ont écrit pour dire combien elles avaient apprécié le dernier épisode, surtout quand on a parlé des galères de voyage. On continue aujourd'hui avec de nouveaux thèmes super concrets. Exactement. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers du voyage en français, réserver un hôtel et surtout donner les phrases toutes prêtes
pour que même les débutants se sentent à l'aise. Ça tombe à pic. J'ai un ami qui prépare justement son premier voyage francophone. Il m'a demandé plein de conseils. Alors cette émission, c'est un peu pour lui aussi. Super, on va essayer d'être aussi pratique que possible. Allez, on se lance avec le tout premier sujet. Comment aborder la réservation d'un hôtel en français? Alors Emmanuel, imagine, tu arrives à Paris après un long trajet, il est tard, et tu dois réserver une chambre. Quelle phrase te semble indispensable à connaître? C'est le genre de scénario qui peut stresser clairement. Moi, la première chose que je retiens, c'est « Bonjour, j'aimerais réserver une chambre pour une nuit, s'il vous plaît ». Simple mais efficace, non? Totalement. Et j'insiste toujours sur le « s'il vous plaît ». Ça fait toute la différence en France. Parfois, les débutants oublient la politesse sous la pression. Ce qui m'a surpris la première fois, c'est que on te demande souvent pour combien de personnes, ou avec ou sans petit déjeuner. Ça peut vite déstabiliser si tu n'y es pas préparé. Exactement. On va passer en revue ces questions courantes. Mais avant, j'aimerais qu'on partage quelques anecdotes de réservation ratées, parce que ça arrive à tout le monde, hein. Franchement, la première fois que j'ai réservé une chambre en français, j'ai confondu lit simple et lit double. Résultat, j'ai fini la nuit serrée dans un petit lit. Ça me rappelle la fois où j'ai voulu dire que je voulais une chambre calme et j'ai dit une chambre froide, au lieu de tranquille. Le réceptionniste m'a regardé bizarrement. Oh mais oui, c'est faux amis. Pour éviter ça, il faut écouter attentivement et ne pas hésiter à demander répéter. J'aime bien dire. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Ou je ne comprends pas bien. Ça sauve parfois la mise. Et puis, si jamais on panique, un sourire et un petit mot d'excuse en français, c'est toujours apprécié. Je trouve que les hôteliers sont souvent compréhensifs si tu fais l'effort. Tu sais quoi? Ces mini-erreurs rendent le voyage plus mémorable. Mais pour rassurer nos auditeurs, on va maintenant leur donner les phrases clés à retenir avant de partir. Alors pour ceux qui prennent des notes, voici les phrases à ne surtout pas oublier. Je voudrais réserver une chambre. Pour combien de nuits? Et bien sûr, à quel prix? J'ajouterais aussi, est-ce que le petit déjeuner est inclus? Ou l'hôtel a-t-il le Wi-Fi? Parce que, soyons honnêtes, aujourd'hui, personne ne veut se passer de connexion. C'est vrai. Et tu sais, parfois il suffit de connaître 3 ou 4 phrases pour débloquer toute une conversation. Après, il y a toujours les applications de traduction, mais rien ne remplace l'interaction humaine. Et puis, ça donne confiance. Même si on a peur de se tromper, le fait de dire quelques mots en français change tout, ça ouvre des portes, littéralement, et au sens figuré. C'est là où un podcast comme le nôtre peut vraiment faire la différence. Mais tu sais, certains auditeurs nous écoutent juste pour s'imprégner de la langue. On pourrait justement aborder ce sujet du podcast en tant qu'outil d'apprentissage. Tu as remarqué, Emmanuel, que de plus en plus de gens apprennent le français via des podcasts. C'est devenu super tendance, surtout chez les voyageurs. Oui, et ce qui me plaît le plus, c'est le côté authentique. On entend la vraie prononciation, les intonations, les petites expressions qu'on ne retrouve pas toujours dans les manuels. C'est exactement ce qu'on essaie de transmettre ici. Des situations réelles, des phrases naturelles, et parfois des rires quand on partage nos galères. Ça rend l'apprentissage moins intimidant, tu ne trouves pas? Absolument. Je crois que l'immersion, même à travers une écoute passive, fait toute la différence. Beaucoup de nos auditeurs nous disent qu'ils réécoutent certains passages pour s'entraîner. Et pour ceux qui veulent progresser, on pourrait proposer à la fin de l'épisode une mini-exercice ou un petit défi. Mais avant de conclure, tu voudrais ajouter un dernier conseil pour bien voyager en français? Personnellement, je dirais, n'ayez pas peur de vous tromper. Osez parler même si votre accent ou votre grammaire n'est pas parfaite. Je te rejoins à 100%. Oser, c'est le premier pas. Et puis, chaque erreur est une opportunité d'apprendre. J'encourage toujours à demander comment dit-on en français. Les Français adorent aider, surtout si on fait un effort. Pour terminer, on lance un petit défi. La prochaine fois que vous voyagez, essayez d'utiliser au moins 3 phrases différentes en français à l'hôtel ou dans un restaurant. Racontez-nous vos expériences par message. Et si jamais vous hésitez, repassez cet épisode, prenez des notes et surtout amusez-vous avec la langue. Voyager, c'est aussi s'amuser, non? Merci à tous de nous avoir écoutés sur French Podcast. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques. Bonne chance pour vos prochaines réservations d'hôtels en français. Écoute la 3e partie de Podcast Français. Alors, on y est. On prépare ce voyage depuis des mois. Les billets d'avion sont là, sur la table. L'itinéraire est prêt.
Ah oui, le moment où tout devient concret. Exactement. On sent cette excitation qui monte, cette impatience de la découverte. Et puis, juste à côté, il y a ce petit nœud au fond de l'estomac. Je vois très bien de quoi il s'agit. Le moment du test. C'est ça, le moment où il va falloir décrocher le téléphone ou pousser la porte d'un hôtel et se lancer. Réserver une chambre. En français. Voilà. C'est ce moment précis, ce mélange un peu de peur et d'excitation qu'on va explorer aujourd'hui. Et c'est un moment quasi universel pour quiconque apprend une langue. C'est le premier vrai test où il y a un enjeu. On n'est plus dans une salle de classe. Là, on a besoin d'obtenir quelque chose de concret. Tout à fait. Et pour nous guider, on a une source aujourd'hui, c'est un guide de phrases de voyage pour débutants qui est vraiment axé sur cette situation précise. D'accord. Et notre mission, ça va être de voir si on peut en extraire plus qu'une simple liste de phrases. Est-ce qu'il y a une stratégie cachée, un code qui permet de transformer ce moment de stress en une réussite? On va essayer de craquer ce code ensemble. J'aime beaucoup cette approche. Parce que la source, ce n'est pas un dictionnaire, en fait. Non. C'est un plan de bataille. Il ne s'agit pas de connaître tous les mots, mais de savoir lesquels utiliser et surtout dans quel ordre. Il faut maîtriser un flux, une sorte de scénario qui a été testé et qui fonctionne. C'est vraiment ça la clé. Passer d'une conversation qu'on subit à une conversation qu'on maîtrise. Exactement. Bon, alors allons-y. On est au tout début de ce plan. Le premier contact. On a le numéro, on appelle. Quelqu'un décroche et dit « Hôtel du Lac, bonjour ». Le cœur qui s'accélère un peu, oui, et le guide nous donne notre première phrase. « Bonjour, je voudrais réserver une chambre, s'il vous plaît. » Simple, direct, poli. Ça paraît simple, oui, presque trop. J'avoue que mon premier réflexe aurait peut-être été de dire « je veux réserver une chambre ». C'est plus direct. Pourquoi le guide insiste tant sur ce « je voudrais » ? Et là, on touche immédiatement au premier secret que ce guide nous révèle. Et ce n'est pas un secret de vocabulaire, c'est un secret de psychologie. Ah oui, La différence entre « je veux » et « je voudrais », elle peut sembler minime, mais c'est la différence entre frapper à la porte et l'enfoncer. Je veux, c'est un ordre, c'est factuel, mais ça ne crée aucun lien. ça peut même être perçu comme un peu agressif. Précisément, comme si la chambre nous était due, alors que je voudrais, le conditionnel, ça change tout. D'accord. Ce n'est plus un ordre, c'est une requête polie. Ça ouvre la porte à une collaboration. Ça dit implicitement « Voilà mon souhait, est-ce que vous pouvez m'aider à le réaliser ?» Dès cette première phrase, on se positionne comme un interlocuteur respectueux. On établit un rapport de coopération, en fait. Voilà. Et dans une conversation où l'on n'est pas totalement à l'aise avec la langue, créer cette bienveillance dès la première seconde, c'est absolument crucial. C'est la fondation sur laquelle tout le reste va se construire. Ça change complètement la perspective. C'est une stratégie, en fait, dès le premier mot. Bon, cette fondation est posée. L'hôtelier sait ce qu'on veut. Oui, L'étape suivante, selon le guide, c'est de donner les détails. Les dates, par exemple, on la déformule comme « pour une nuit », pour 2 nuits, ou alors la structure du 10 au 12 juillet. et ce du, au, et est très bien choisi. Je trouve ça génial. C'est une formule presque mathématique. On n'a même pas besoin de construire une phrase complète. C'est un excellent exemple de ce qu'on appelle la réduction de la charge cognitive. L'auteur du guide sait que le cerveau de l'apprenant est déjà en surchauffe. À chercher ses mots, à gérer son accent, tout ça. Exactement. Alors il fourmille des blocs de langage prêts à l'emploi. Du date to date est un de ces blocs. C'est un raccourci qui élimine le besoin de penser à la grammaire, aux prépositions. On insère juste ces infos comme dans un formulaire. C'est conçu pour être efficace sous pression. Tout à fait. Ok, donc les dates, c'est facile. Mais la partie suivante, le type de chambre, c'est là que les choses peuvent vraiment déraper. Je pense à un ami qui partait en conférence avec un collègue. Ah, Il avait fièrement réservé, par téléphone, une chambre double, en pensant que ça voulait dire chambre pour 2 personnes. oh là là. Je crois que je vois où ça nous mène. Exactement. L'arrivée à l'hôtel et la découverte du grand lit unique à partager a été un très grand moment de gêne. Grand lit, et surtout l'alternative qui sauve la mise. Une chambre à 2 lits. Cette anecdote est parfaite. Elle illustre un principe fondamental de la communication efficace. Anticiper. Ah oui, en précisant d'emblée le type de chambre, les dates, on ne fait pas que donner des informations. On prend le contrôle de la conversation. Regardez la différence. Scénario 1, on dit juste « je voudrais une chambre ». D'accord, et là, l'hôtelier doit tout nous demander. Voilà, il doit poser une série de questions. Pour combien de personnes, pour quelle date, quel type de lit. On est en mode réactif,
On subit ces questions. Et chaque question, c'est une nouvelle source de stress potentielle. Bien sûr. Maintenant, scénario 2, celui que le guide nous enseigne. Bonjour, je voudrais réserver une chambre à 2 lits pour 2 nuits du 10 au 12 juillet. Là, on a tout donné d'un coup. D'un coup, on a anticipé et répondu à 3 questions potentielles. On passe d'une posture passive à une posture proactive. On guide la conversation. C'est un signal de compétence très fort. Mais attends, ça c'est le scénario idéal où on a bien préparé son appel. Mais imaginons qu'on est sur la route, en plein mois d'août, et on appelle un hôtel un peu au hasard. Avant de tout dérouler, je veux juste savoir s'il y a de la place. C'est une excellente objection et le guide y a pensé. Il propose une sorte de check-in, de porte d'entrée alternative à la conversation. Une question de reconnaissance en quelque sorte. Laquelle? Est-ce que vous avez des chambres de libre? C'est la première question à poser si on est dans l'incertitude. Si la réponse est non, la conversation s'arrête là. On a économisé de l'énergie. Et si c'est oui, on peut dérouler le reste de la stratégie. Exactement. Et cette phrase « est-ce que vous avez ?» elle introduit un outil que je trouve absolument génial dans ce guide, c'est cette structure « est-ce que ?» On la retrouve un peu partout. Ah oui, c'est le couteau suisse grammatical du débutant en français. Et le guide a raison de le mettre autant en avant. Pourquoi c'est si utile, fille? Pour un non-francophone, la construction d'une question en français peut être un cauchemar. Il faut inverser le sujet et le verbe. Avez-vous une chambre? Le petit déjeuner est-il inclus? C'est contre-intuitif au début. C'est vrai. La beauté de « est-ce que ?» c'est que ça transforme n'importe quelle affirmation en question sans rien changer d'autre. C'est une clé universelle. Un passe-partout. Un passe-partout grammatical. J'aime beaucoup l'idée. Bon, admettons teaser une chambre de libre. On en arrive au moment souvent un peu délicat. L'argent. Le prix. Comment on aborde la question du prix sans avoir l'air impoli? Le guide propose 2 options. C'est combien par nuit et quel est le prix de la chambre? Pour moi, la première sonne un peu familière. C'est une perception intéressante. Je dirais que ça dépend énormément du contexte. Dans une petite auberge familiale, c'est combien par nuit est parfaitement naturel. Ça ne choquera personne. Non, c'est direct, efficace. En revanche, si vous appelez un padasse parisien, la deuxième option, quel est le prix de la chambre, est plus élégante. Plus formel. Elle correspond mieux au standing. Voilà. Le guide donne les 2 options et c'est à l'apprenant de sentir un peu l'ambiance. Mais dans le doute, la version formelle est toujours un choix sûr. D'accord, une question de registre. Et en parlant de prix, la vraie question, c'est souvent de savoir ce qu'on a pour ce prix. Ce qui mène directement à la question suivante du guide. Est-ce que le petit déjeuner est inclus? Et on retrouve notre fameux « est-ce que ?» Encore lui. C'est une phrase qui peut changer toute l'organisation de la matinée et le budget aussi. Absolument. Et c'est là qu'on voit que le guide ne nous apprend pas seulement à être poli, il nous apprend à être un voyageur avisé. C'est une question pragmatique. Clairement. La réponse détermine si on doit chercher une boulangerie en sortant de l'hôtel le matin. Le guide nous donne les outils pour obtenir toutes les informations critiques avant de dire oui. C'est vrai. On a donc toutes les cartes en main, la disponibilité, le type de chambre, le prix, le petit déjeuner. On est prêt à confirmer. On y est. C'est le moment où l'hôtelier va probablement demander « c'est à quel nom ?» Et là, le guide nous donne la réponse la plus simple du monde. Au nom de, suivi du nom de famille. Simple, clair, efficace. Et c'est un moment où il ne faut pas hésiter à aider son interlocuteur. C'est-à-dire, si on a un nom de famille un peu compliqué pour une oreille francophone, le bon réflexe, même si le guide ne le précise pas, c'est de proposer de l'épeler. Au nom de Smith, je vous l'épelle S-M-I-T-H. Ah oui, bonne remarque. C'est encore cette stratégie proactive dont on parlait. Toujours. Pour conclure en beauté. Merci, au revoir. La boucle est bouclée sur la même note de politesse qu'au début. Si on fait le bilan de tout ça, c'est fascinant. On a un script complet qui nous a mené du point A au point B avec une efficacité redoutable. C'est vrai, il y a une vraie structure. Oui, il y a une ouverture pour créer le contact, une phase pour spécifier le besoin, une autre pour obtenir les infos critiques, et enfin une phase pour confirmer et conclure. Chaque étape est couverte. Le but n'était pas de devenir le meilleur ami de l'hôtelier. Pas du tout. L'objectif était purement fonctionnel, accomplir une tâche. Et la source nous a donné un chemin parfaitement balisé pour y arriver. Ce qui ressort vraiment pour moi, c'est que la clé, ce n'est pas la quantité de vocabulaire. C'est la maîtrise d'une séquence, d'un ordre logique. Absolument. Avec une dizaine de phrases bien choisies, assemblées comme un jeu de Lego, on peut transformer ce qui semble être une montagne intimidante
en une simple formalité. C'est incroyablement déculpabilisant, je trouve. C'est exactement ça. On n'a pas besoin d'être bilingue pour être efficace. Et ça m'amène à une dernière pensée, une façon de prolonger cette réflexion. Je t'écoute. Le guide nous a appris à ouvrir la première porte, celle de la réservation. On a obtenu, métaphoriquement, la clé de la chambre. Mais quelle est la prochaine porte que cette confiance nouvelle peut nous permettre d'ouvrir? Une fois qu'on est sur place, j'imagine, à la réception. Précisément. La prochaine conversation, c'est peut-être le check-in. Puis, une fois dans la chambre, ce sera « Quel est le mot de passe du Wi-Fi ?» Ou excusez-moi, il manque une serviette. Ou encore « Pourriez-vous me commander un bon restaurant dans le quartier ?» Ce que ce guide a réellement accompli, ce n'est pas seulement de nous apprendre à réserver un hôtel, c'est de nous donner une première victoire, une base de confiance. C'est une fondation. C'est une fondation solide. La maîtrise de cette première interaction, ce n'est pas une fin en soi. C'est la base sur laquelle le voyageur peut commencer à construire, avec beaucoup moins d'appréhension, toutes les autres petites conversations qui rendront son voyage plus autonome, plus riche. Et finalement plus mémorable. C'est la première brique qui permet de construire toute l'aventure. Une base solide pour oser parler, oser demander et oser vivre le voyage pleinement. C'est une perspective vraiment enthousiasmante.